Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CloudOps de CIO, le monde informatique, où nous allons parler de la plateformisation des entreprises, s'appuyant notamment sur le cloud. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Babinet, qui est entrepreneur et auteur. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors avec plus de 8 startups lancées, on peut dire que vous êtes un serial entrepreneur. Vous êtes aussi coprésident du Conseil national du numérique et digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Et pour finir, vous êtes aussi auteur, donc, notamment de Big Data, Penser l'homme et le monde autrement, de l'ère du numérique, un nouvel âge de l'humanité, et de transformation digitale, l'avènement des plateformes, que vous avez écrit en 2017. Et c'est justement sur cette thématique que je voulais vous faire réagir aujourd'hui, c'est quand on parle d'avènement des plateformes. Donc l'ouvrage en 2017 parlait de cette plateformisation des entreprises, de la nécessité de casser les silos. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu ce que c'est que... nous expliquer ce que c'est que cette notion de plateforme? Quelque chose qui est apparu, je pense, il y a déjà une quinzaine d'années, c'est l'idée que les entreprises du XXIe siècle ne travaillent pas comme les entreprises industrielles du XXe et même du XIXe siècle pour certaines d'entre elles, et en particulier qu'elles étaient beaucoup plus transversales, beaucoup plus autonomisées que des entreprises industrielles qui reposent sur des BU, des silos et effectivement de la verticalisation de façon assez importante. Et donc, c'est à la fois une transformation technologique qui donc s'exprime au travers des API, de la plateforme, des données ouvertes au sein de l'entreprise, et puis managériale qui fait qu'on a des groupes qui sont en mode plus agile, moins en cycle en V, beaucoup plus autonomisés. Et ce modèle-là peine quand même à percer, en particulier dans les entreprises traditionnelles. Et l'objectif en 2017, justement, c'était d'alerter sur la nécessité de se transformer? Oui, quand j'ai écrit ce livre, j'étais vraiment au cœur de ces sujets, avec notamment des rankings que je faisais avec les Échos et puis d'autres avec EY et Apax, à la fois sur le CAC 40 et sur les ETI. Et on se rendait bien compte que ça n'allait pas très vite. Donc on voulait essayer de donner quelques clés sur ce qu'il convient de faire pour réussir sa transformation. Alors bilan, 6 ans après, est-ce que justement il y a des... Qu'est-ce qui a changé pour vous? Je pense plusieurs choses. D'abord, globalement, ça y est, les entreprises ont compris ce que c'est que la révolution numérique. Elles voient bien que ChatGPT et tout ça, ça va emporter beaucoup de choses. On a un phénomène d'accélération qui est assez récent finalement. Je pense qu'on pourrait résumer aux 2-3 dernières années. Et puis, on a une forte polarisation, par exemple au sein du CAC 40. Je vois des entreprises qui vont y arriver et d'autres qui ne vont pas y arriver. Alors, je ne vais pas citer celles qui ne vont pas y arriver, hein. En général on me demande ça, mais je vois quelques entreprises assez extraordinaires, je pense qu'ils sont soit nativement technologiques, je pense par exemple à Dassault Systèmes, soit qui ont réussi à transformer leur métier, je pense à Air Liquide ou Schneider, qui ont une bonne chance de devenir à certains égards des plateformes. Le paradoxe, c'est que j'ai l'impression que les entreprises industrielles qui étaient plutôt en retard sont en train de s'en sortir un peu mieux que les autres. C'est-à-dire qu'elles sont en train de rattraper leur retard à vitesse grand V. Oui, elles sont dans des cycles longs et puis on va toujours avoir besoin d'elles demain, donc elles sont quand même finalement un peu obligées de réussir leur transformation. Et si vous écriviez ce livre aujourd'hui, qu'est-ce que vous rajouteriez comme thème majeur? Il y en a plusieurs, hein. Il y a d'abord des techniques de management. Je pense que j'appuierai beaucoup plus sur les modèles délégués de type Agile ou Scrum. Et puis, il y a évidemment la révolution intelligence artificielle qui va être, à mon avis, un bouleversement très très fort, beaucoup plus fort qu'on l'estime en général, qui va s'exprimer sur les 5 ou 10 années qui viennent et qui va créer des gains de productivité absolument phénoménaux. Il y a une autre dimension aussi, c'est la dimension écologique ou sobriété numérique? Oui. Alors, on en a commencé à en parler avec ce qu'on appelle le Green IT, hein, c'est-à-dire les émissions de CO2 en particulier qui sont dues à la filière numérique. On a entendu des chiffres un peu aberrants, notamment venant du Shift Project. Et puis, on a redressé un peu tout ça. L'Agence internationale de l'énergie et plus récemment l'ADEME ont sorti des chiffres un peu plus cohérents. Donc, la France, on est aux alentours des 3,5% d'émissions de CO2 issues du numérique. Et puis, il y a une autre dimension qui, moi, me semble plus intéressante, qui est celle de l'IT for Green. C'est-à-dire, qu'est-ce que les technologies numériques peuvent faire pour aider à décarboner? Parce que souvent, quand on fait le bilan, on oublie cette dimension. C'est-à-dire le numérique à charge. Quoi. Il y a aussi dans l'IT for Green
il y a aussi des externalités négatives du numérique. C'est-à-dire que quand c'est beaucoup plus facile d'acheter, par exemple, un voyage en Tunisie pour le week-end, quelque part, ça participe un peu aux émissions supplémentaires de CO2. Et puis, il y a le fait qu'il y a beaucoup d'usages qui sont extrêmement consuméristes. Le fait de recevoir dans les 5 minutes ce qu'on a commandé sur Internet. Parfois, ce n'est pas toujours quelqu'un à vélo qui vient chez vous, mais il peut aussi venir en voiture. Donc ça, ce n'est pas très bon. Mais il y a cette dimension extraordinaire qui est comment, dans les supply chains, dans l'industrie, dans l'agriculture et dans beaucoup d'autres activités, on utilise la technologie pour décarboner. Alors vous intéressez-vous particulièrement sur ces sujets industriels et de supply chain? Pourquoi? C'est là où il y a les plus gros gains potentiels? Oui, sur les supply chains, j'ai déjà fait un petit rapport sur ce sujet qui a été publié par Bearing Point. Et puis, je travaille sur un plus gros rapport à cet égard et aussi sur un livre. Donc j'espère bien sortir tout ça. Et puis enfin, je vais donner à partir de cette année un cours à HEC sur ce sujet. Donc je suis assez investi sur ce sujet absolument passionnant. Et j'essaie de trouver des modèles un peu systémiques pour réussir à décarboner en utilisant les technologies numériques. Et sur quel grand levier peuvent s'appuyer ces modèles? En fait, ce qu'on voit dans les supply chains, c'est que les supply chains, c'est un grand bazar qui n'est pas très intégré. C'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton, vous ne savez pas très bien ce qui va se passer de l'autre côté. Et il y a des tonnes d'acteurs entre les deux. Et donc, en essayant de souder la donnée entre vous et cet acteur initial, vous arrivez à prendre des décisions qui sont plus arbitrées en fonction notamment des émissions de CO2. Par exemple, très simple, hein, vous voulez, je ne sais pas moi, construire votre stylo, par exemple. À l'intérieur de votre stylo, vous avez plein de sous-pièces, sous-éléments là-dessus. Et puis, vous avez des arbitrages qui sont faits sur est-ce que vous avez des stocks locaux, est-ce que tout ça vient par avion, est-ce que vous décidez d'utiliser tel ou tel fournisseur qui est plutôt mieux disant en termes d'émissions de CO2, etc. Et en fait, ces arbitrages sont tellement complexes qu'ils sont multifactoriels et pour bien décider de la façon dont vous faites ça, le machine learning est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment repenser la supply chain dans son ensemble, quoi. Oui, et croyez-moi, c'est très compliqué. Alors, si on vient de la thématique aujourd'hui de ce grand thème qui est le cloud est un enabler, un facilitateur justement pour aller vers cette réduction de l'empreinte carbone? Alors, le cloud, c'est vraiment le maître mot de la plateforme. Il n'y a pas de plateforme sans cloud. Donc, effectivement, c'est un facteur de transformation très important. Et puis, c'est aussi une façon d'avoir de la cohérence dans les données, de les unifier plus facilement. C'est vraiment cette idée de plateforme et d'API dont on parle assez souvent. Donc, oui, je pense que le cloud est une des dimensions essentielles de l'entreprise de demain. Maintenant, je crois que c'est important de le dire. Il y a, entre guillemets, un post-cloud. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de edge, on parle d'architecture qui sont vraiment organisées autour des données de demain. Les données de demain, ce n'est pas forcément les mêmes données que celles d'hier. Et on voit des clouds, on voit du multi-cloud, entre autres choses. On voit de l'hybridité dans le cloud, c'est-à-dire du cloud privé, du cloud public. Et puis, on voit des architectures qui sont vraiment faites en fonction du type de données que l'on a à traiter, notamment dans les environnements industriels. Alors on est vraiment dans l'hybridation, c'est-à-dire que c'est un écosystème qui évolue, quoi, en fait. Alors si on prend votre casquette de digital champion là, auprès de la Commission européenne, quelle est votre vision du marché du cloud aujourd'hui et de la position de l'Europe et de la France en particulier? Écoutez, le fait est que l'Europe et la France sont très en retard sur le cloud. On n'a pas vraiment d'offre souveraine qui peut affronter les hyperscalers américains. Donc tout le monde connaît Outscale, Scaleway, OVH, Temple Cloud et quelques autres. Mais ces acteurs-là ne sont pas du tout au niveau des acteurs américains. Et donc, il y a aujourd'hui une réflexion qui prend différentes formes, à la fois des hyperscalers qui veulent avoir des acteurs qui correspondent à ce qu'on appelle du cloud de confiance en France. Et puis, vous avez d'autres acteurs qui se disent, comme NumSpot qui est sous l'égide de la Poste et DocaPost et la Caisse des dépôts, nous, on va tout reconstruire pour faire quelque chose qui corresponde principalement aux besoins souverains. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est difficile à dire aujourd'hui, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui, à mon avis, un phénomène qui commence à apparaître, c'est une spécialisation du cloud. C'est-à-dire des acteurs qui sont spécialisés sur certains segments de valeur, qui peuvent être de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, et qui décident, ou de l'industrie d'ailleurs, qui décident d'investir certains de ces segments.
et qui sont de nature à rebattre un petit peu les cartes. Et puis, on va voir aussi ce qui va sortir de cette initiative de la présidente von der Leyen, qui veut restaurer le Privacy Shield, donc cet accord que nous avons avec les États-Unis. Semble-t-il, Max Schrems, qui est à l'origine de ce qu'on appelle la doctrine Max Schrems, c'est-à-dire qu'il a été devant la Cour européenne de justice, il a cassé le Privacy Shield, et lui dit, en les termes actuels, si la Commission venait à refaire un deal avec l'Europe, je le casserais. C'est un peu prétentieux comme ça, tel que moi je l'exprime, mais il l'exprime sur des bases juridiques, et je pense que c'est assez solide. Et donc, sur le long terme, il faut quand même envisager que la souveraineté, ça passe principalement par les données. Demain, je sais qu'aujourd'hui, ça semble un peu avancé de dire ça, mais demain, je pense que le gros de la valeur, de la création de valeur, viendra de la donnée, et il y aura un affranchissement européen à cet égard. Est-ce que ça sera fait au travers de la régulation et de l'innovation? Moi, je pense que ça sera fait au travers d'un couple des deux. Et je pense que les espaces économiques et sociaux, d'ailleurs, et régulatoires qui, demain, réussiront, seront ceux qui réussiront à, finalement, bien enclencher régulation et innovation. Est-ce que ça passe par d'autres éléments, d'autres facteurs, justement, pour faire émerger un peu des acteurs français sur ces domaines, ou leur donner plus de latitude pour grossir, se développer? Est-ce que ça passe par juste de la réglementation, ou c'est aussi, souvent le capital, la finance, c'est le nerf de la guerre, il faut plus d'investissement, quels sont un peu les éléments sur lesquels on pourrait agir là, tout de suite? Oui, écoutez, moi j'observais les annonces de Numspot récemment, et je voyais qu'ils disaient on va s'intéresser à la sphère publique et à la sphère financière. Donc vous voyez que ça correspond à ce que vous évoquez. Je pense qu'il y a une troisième sphère ce qui moi m'apporte beaucoup, c'est la sphère industrielle. Et je pense qu'on verra probablement des acteurs venir se positionner là-dessus. Alors, est-ce que ça va être des Schneider qui aujourd'hui reposent sur des AWS pour faire leurs offres principalement, ou est-ce que ça va être d'autres acteurs? Je pense que l'histoire reste à écrire, mais le cloud industriel, c'est encore quelque chose qui est peu compris, qui repose beaucoup sur le edge. Donc c'est une sorte de cloud hybride avec la part privée qui a des caractéristiques de temps de réponse particulières. Et ça, je crois que la Commission l'a bien compris. Il est hors de question que les données industrielles partent aux États-Unis parce qu'elles sont trop sensibles. Et puis surtout, c'est un espace où les Américains ne sont pas encore là. On a encore un espace de redéploiement, et ça tombe bien puisque avec finalement la réorganisation des supply chains, qui sont beaucoup plus sur la plaque européenne, il y a une opportunité de reconstruire des modèles industriels où les données resteront locales. Alors, comme vous le savez, les entreprises sont faites d'hommes. On manque de talents et d'experts en fait aussi dans ce domaine. Comment faire pour justement avoir les expertises dont on a besoin aujourd'hui sur ces domaines? Alors, on manque de talents, certes, mais pas plus que les autres. C'est-à-dire que les États-Unis, ils importent des talents, c'est-à-dire qu'ils ne les fabriquent pas. Leur force, c'est l'importation, c'est l'immigration en fait. Et d'ailleurs, c'est aussi la force du Royaume-Uni. On dit toujours la moitié des licornes américaines ont été fondées par des étrangers. C'est vrai, mais c'est aussi vrai au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, il y a 2 fois plus de licornes qu'en France. C'est-à-dire que c'est un pays qui a rigoureusement la même taille de PIB que la France, voilà, et qui a 2 fois plus de licornes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi la différence? Il y en a plusieurs. Il y a le fait que beaucoup de ces licornes viennent de l'environnement universitaire, un très très grand nombre. Puis la deuxième, c'est qu'ils ont un flux migratoire d'entrepreneurs beaucoup plus important que le nôtre. Nous n'avons que le fondateur de OVH qui est d'origine étrangère, et c'est quand même un peu regrettable. Et sur la dimension IA, justement, est-ce que ça ne pourrait pas être un support? Est-ce qu'on ne va pas vers des hommes, des expertises augmentées par l'IA, et de dire il y a peut-être aussi une carte à jouer sur l'IA en France? C'est tout à fait exact. Si vous voulez, moi je pense que je serais les pouvoirs publics. J'essaierais non pas de renforcer Normal Sup, qui est une extraordinaire école qui fait des gens qui finissent presque tous aux États-Unis, enfin beaucoup d'entre eux, mais j'essaierais de faire une filière de techniciens qui sont des prompteurs, entre guillemets, en voulant caricaturer un peu. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un corps, entre guillemets, un peu intermédiaire, de gens qui comprennent génériquement les outils, qui ont des capacités de programmation qui ne sont pas forcément aussi fortes que ceux qui sortent de Normal Sup, mais qui sont des gens qui vont aider les entreprises
à devenir des experts de l'IA. Et ça, je crains qu'on mette 5 ans à réagir alors que le besoin il est immédiat. Il est immédiat, il faut agir tout de suite. Il faut agir tout de suite. Très bien, Gilles, vous avez parlé tout à l'heure d'un ouvrage sur lequel vous travaillez actuellement. Ça serait dans quelle optique si vous deviez venir nous en parler dans quelques mois? Ah, j'adorerais revenir vous en parler. Effectivement, bon, alors je réserve finalement la surprise à mon éditrice, qui est Odile Jacob. Mais je sors un livre qui est une chronologie sur l'histoire de l'Internet et je montre combien finalement les idéologies, et notamment l'orientation politique, le contexte politique est essentiel à l'apparition d'innovation. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu un certain nombre de phénomènes qui sont importants, il y a eu des très très bons entrepreneurs, mais le contexte de la guerre froide a polarisé l'innovation. Après une extraordinaire période de croissance, le welfare state et le mouvement hippie en particulier ont eu un rôle très important. Puis il y a d'autres dimensions subconséquentes qui arrivent dans la suite de cette histoire. Très bien, on lit l'avenir dans le passé. On lit l'avenir dans le passé, c'est l'idée du livre, exactement. Très bien, merci Gilles en tout cas, et avec plaisir pour venir en parler d'ici quelques mois. Merci à vous. À très bientôt, merci beaucoup. Merci. Et on se donne rendez-vous pour les autres contenus du grand Théma CloudOps.